Le verre de cristal s'est brisé en un clin d'œil. Une seconde, il était dans la main du serveur. La seconde d'après, il était en 1000 morceaux sur le sol en marbre. Et l'homme le plus dangereux d'Europe de l'Est n'avait même pas haussé la voix. Il a simplement montré la porte du doigt. Ce serveur était parti en 30 secondes. Le deuxième a tenu 4 minutes. Le troisième est sorti en pleurant. Et tout le personnel du Kensington Royal était figé. Car personne, pas un seul professionnel qualifié dans ce bâtiment, ne pouvait survivre à la table 4. Personne, sauf une serveuse fauchée et invisible nommée Livia. Elle a ouvert la bouche et a tout changé. Si vous regardez cette vidéo en ce moment, indiquez votre ville dans les commentaires ci-dessous. Je veux voir jusqu'où cette histoire voyage. Et si vous n'êtes pas encore abonné, appuyez sur ce bouton. Restez jusqu'à la toute fin. Car ce qui se passe entre Livia et cet homme vous marquera pour longtemps. L'enveloppe était sur le comptoir de la cuisine de Livia Young depuis 6 jours. Elle ne l'avait pas jetée. Elle ne l'avait pas rouverte après la première fois. Elle le passait juste devant chaque matin et chaque soir, devant ce dernier avis rouge vif de son propriétaire. Et elle se rappelait que la panique était un luxe qu'elle ne pouvait pas se permettre. Elle avait 27 ans. Elle avait 214 $ sur son compte en banque. Sa mère était partie. Sa bourse d'études était partie. Et dans 24 heures, si les pourboires de ce soir ne suffisaient pas, son appartement serait parti aussi. Alors Livia a fait ce qu'elle faisait toujours. Elle a enfilé son uniforme. Elle a arrangé ses cheveux dans le reflet d'une fenêtre sombre. Et elle a franchi la porte de service du Kensington Royal comme si l'endroit lui appartenait. Car faire semblant que l'endroit vous appartenait était la seule chose qui vous maintenait debout quand tout le reste s'effondrait. L'odeur l'a frappée dès qu'elle est entrée. Huile de truffe, cognac vieilli, et en dessous de tout ça, quelque chose de plus âcre. Quelque chose qui sentait la peur. Vous êtes en retard, Young. Preston Giles est apparu de derrière le pupitre d'accueil. Il était comme un mauvais rêve dans un costume trop serré. Il tenait sa tablette comme une arme. Et son expression était celle d'un juge lisant un verdict. « Je suis en avance de 3 minutes, Preston, » dit Livia doucement. Elle a pointé sans même le regarder. « Vous êtes en retard dans l'esprit. » Il l'a dévisagé avec ce mépris particulier que les hommes petits réservent aux gens qu'ils ne peuvent pas intimider. « Arrangez votre col. Ce n'est pas le soir pour votre genre particulier de médiocrité. Nous avons un VIP qui arrive à 8 heures. Toute l'aile était réservée. L'aile est seulement. Vous êtes sur la terrasse. Qui est-ce? » Preston s'est penché. Ses yeux avaient cet éclat particulier, mi-respectueux, mi-terrifié. Victor Molnar. Le nom est tombé comme une pierre dans une eau calme. Même Livia, qui n'avait pas de télévision depuis 2 ans, connaissait ce nom. Tout le monde connaissait ce nom. Victor Molnar était le genre d'homme dont la biographie existait en chuchotement plutôt que dans les journaux. Né à Budapest, il a créé sa première route maritime à 22 ans. À 30 ans, il contrôlait des ports dans 4 pays. À 40 ans, personne en Europe de l'Est ne déplaçait quoi que ce soit, marchandises, argent, informations, sans qu'il le sache. Les tabloïds l'appelaient le loup d'acier. Les gens qui l'avaient vraiment rencontré l'appelaient par un nom qu'ils ne prononçaient que lorsqu'ils étaient sûrs qu'il n'était pas dans la pièce. Il était aussi, si les rumeurs les plus sombres étaient vraies, le genre d'homme dont les intérêts commerciaux s'étendaient à des territoires qui n'apparaissaient sur aucun document fiscal ou dossier d'entreprise. « Le Molnar » demanda Livia. « Le même. » Preston a redressé sa veste comme s'il se préparait au combat. Il est à Londres en marge du sommet du G20. Il nous a choisis. Si cette soirée se passe parfaitement, ce restaurant recevra une recommandation pour une étoile Michelin de son cercle privé. Si ça se passe mal, je m'assurerai que vous ne travaillerez plus jamais dans cette ville. Vous me comprenez? Restez en dehors de l'aile Est. Vous êtes sur la terrasse. C'est Gregory qui s'occupe de Molnar. Gregory, le maître d'hôtel, l'homme qui cirait ses chaussures entre les plats et parlait avec un faux accent français qu'il cultivait depuis 11 ans. Le joyau de Preston. Compris, dit Livia. Elle est allée sur la terrasse. La première heure fut ordinaire. Des touristes célébrant des anniversaires. Un groupe d'influenceurs mineurs photographiant leurs entrées sous 17 angles différents. Livia versait le vin, débarrassait les assiettes, souriait à s'en faire mal à la mâchoire. Et elle faisait les comptes dans sa tête à chaque table. Table 12, 10%. Table 14, 15.
Il lui en manquait encore, il lui en manquait toujours. À 7h55, le restaurant a changé. Ce n'était pas quelque chose qu'elle pouvait désigner. C'était atmosphérique, comme une chute de pression avant un orage. La musique n'a pas baissé, mais elle semblait plus silencieuse. Le bruit de la cuisine s'est estompé. Les portes d'entrée se sont ouvertes. Et chaque personne dans le bâtiment, qu'elle s'en rende compte ou non, a retenu sa respiration pendant exactement 2 secondes. Victor Molnar est entré. Il était plus grand que ce que les photos suggéraient, plus large. Il se déplaçait dans la pièce comme le font certains hommes. Comme si l'espace se réorganisait autour de lui, et non l'inverse. Il portait un costume noir sur mesure. Il avait clairement été fait pour son corps, pour la largeur de ses épaules et sa façon particulière de porter son poids. Sous la veste, une chemise blanche ouverte au col, sans cravate et monte, et sur la peau exposée de son cou, grimpant vers sa mâchoire et disparaissant sous le tissu, il y avait des tatouages. Sombres, denses, délibérés. Ils couvraient son cou, réapparaissaient le long de ses avant-bras, où il avait légèrement retroussé ses manches. Il racontait d'une histoire à l'encre qu'aucun communiqué de presse ne raconterait jamais. Ses cheveux étaient bruns, peignés en arrière avec une précision qui semblait naturelle mais ne l'était pas. Sa barbe était taillée de près, nette, du même brun foncé. Ses yeux avaient la couleur de la glace sur une eau profonde. Il n'a pas souri en entrant. Il a balayé la pièce du regard une fois, comme le fait un homme qui a passé assez de sa vie dans des pièces où quelqu'un pourrait l'attendre pour lui créer des problèmes. Puis, il s'est dirigé vers la table de l'aile est, près de la cheminée. Il s'est assis, a posé un téléphone noir sur la table et a vérifié sa montre. Preston s'est matérialisé à côté de Gregory et a sifflé quelque chose que Livia n'a pas pu entendre. Gregory a redressé le dos. Il a pris un pichet en argent et s'est approché avec la confiance prudente d'un homme à qui on avait dit qu'il était exceptionnel, si souvent qu'il avait commencé à le croire. Livia observait depuis l'entrée de la terrasse. Gregory a versé l'eau. Il l'a fait avec ce qu'il croyait clairement être de l'élégance. Il a reculé. Il a attendu une marque de reconnaissance. Victor a regardé le verre. Puis il a levé les yeux vers Gregory. Glacialement. Le mot était doux, accentué, et lourd de quelque chose qui n'était pas tout à fait de la colère, mais qui était bien pire. « Monsieur, dit Gregory, je n'ai pas demandé de glace, dit Victor. Pourquoi y a-t-il de la glace dans mon verre? C'est la procédure standard, monsieur. L'eau est fraîche également. Sortez. Gregory a cligné des yeux. Je vous demande pardon. Victor n'a pas répété. Il a simplement regardé vers les gardes du corps postés près de l'entrée. 2 hommes qui ressemblaient à de l'architecture. Et Gregory a compris. Il était parti avant que Preston ne puisse atteindre la table. Preston est arrivé à temps pour voir Victor prendre le verre, ouvrir la main et le laisser tomber. Le fracas a résonné comme un coup de feu dans le restaurant soudainement silencieux. « Je suis vraiment désolé, Monsieur Molnar. » Preston transpirait déjà à travers son col. Une terrible erreur. « Timothy, c'est à vous. » Timothy avait 23 ans et était serveur débutant depuis 4 mois. On l'a poussé vers la table 4, les mains tremblantes. Il tenait une carte des spécialités plastifiée qu'il lisait clairement pour la première fois de sa vie. Livia l'a regardé s'approcher. Elle l'a regardé commencer à parler. Elle a vu Victor l'interrompre avec une question discrète sur la provenance du gibier, et elle a vu Timothy ouvrir la bouche, la refermer, regarder son bloc-notes, relever la tête et ne rien dire du tout. Le garde du corps s'est avancé. Timothy est parti à une vitesse qui suggérait qu'il était en retard pour un bus qu'il n'avait aucune intention de manquer. La salle à manger était complètement, totalement silencieuse. Au poste de service près de l'entrée de la cuisine, Preston Giles faisait quelque chose que Livia ne pouvait décrire que comme une lente décomposition. Il tirait sur son col. Il vérifiait sa tablette, la posait, la reprenait. Il avait l'expression spécifique d'un homme qui sentait sa carrière lui échapper. « Il va partir », murmura Preston pour lui-même. « Il va partir, il va poster un message à ce sujet, et nous sommes finis. Nous sommes complètement finis. » Livia a posé son plateau. Elle observait Victor Molnar depuis 10 minutes. Et elle avait remarqué quelque chose que les autres n'avaient pas vu. Il n'était pas simplement en colère, il était épuisé. La tension dans sa mâchoire n'était pas la performance d'un homme puissant jouissant de son propre pouvoir. C'était la tension spécifique de quelqu'un qui combat quelque chose qu'il ne peut pas dire à voix haute,
quelqu'un dont l'esprit était complètement ailleurs, tandis que son corps était assis dans un restaurant cher, attendant qu'une soirée se termine. Elle a remarqué le téléphone sur la table, la petite lumière qui clignotait. Un appel en cours, mais en sourdine. Elle a remarqué le document à l'écran. Elle a remarqué la langue dans laquelle il était écrit. Preston, dit Livia, il s'est retourné. Absolument pas. Vous n'avez plus personne. Young, je n'enverrai pas une serveuse de terrasse à... Gregory se cache dans la chambre froide, dit Livia calmement. Je l'ai vu y entrer il y a 15 minutes. Timothy est dans la ruelle. Si vous n'envoyez personne à cette table dans les 30 prochaines secondes, Victor Molnar se lèvera. Il partira. Et la dernière chose pour laquelle ce restaurant sera connu, c'est la nuit où il n'a pas réussi à servir un verre d'eau sans incident. Preston la fixa. Il fixa la table 4. Il avait l'air d'un homme qui avale quelque chose qui n'est pas de la nourriture. Si vous me mettez dans l'embarras, dit-il finalement, sa voix baissant jusqu'à devenir presque une menace. Ne prenez même pas la peine de pointer. Partez, c'est tout. Livia a lissé son tablier. Elle a pris un nouveau menu et s'est dirigée vers la table 4. La marche lui a semblé plus longue qu'elle ne l'était. Elle sentait tous les yeux de la salle sur elle. Les autres clients, devenus très silencieux et immobiles. Le personnel de la cuisine qui regardait par le passe-plat. Preston derrière elle qui vibrait presque. Elle s'est arrêtée à 1 mètre de la table. Elle n'a pas parlé. Elle a attendu. Victor n'a pas levé les yeux. Il fixait son téléphone. Sa mâchoire était crispée. Son doigt tapotait un rythme lent sur la nappe blanche. Elle a immédiatement reconnu cela comme une habitude nerveuse plutôt que de l'impatience. « Si vous êtes ici pour me parler de la soupe, marmonna-t-il avec son accent grave et prononcé, gardez votre salive. Je veux une vodka pure. Et je veux que tout le monde arrête de me regarder comme si j'étais un problème à gérer. » Livia n'a rien écrit. Elle regardait l'écran du téléphone, le document qui y était ouvert, la langue dans laquelle il était écrit. Ce n'était pas de l'anglais, ni du russe, ni le hongrois standard qu'elle avait vu dans un manuel de linguistique à Oxford. C'était le dialecte juridique dense et spécifique du bassin des Carpates. Vieux contrat, vieille frontière. La langue que sa grand-mère avait refusé d'arrêter de parler dans leur maison du sud de Londres pendant 18 ans. La langue qui avait été la bande-son de chaque soirée, de chaque daimion, de chaque dispute, de chaque histoire, de chaque repas de toute l'enfance de Livia. Le téléphone a vibré. Victor a réactivé le son sans lever les yeux. Apparemment, il avait oublié ou ne se souciait pas qu'elle soit là. La voix d'un homme a jailli du haut-parleur, rapide et urgente. « Victor, ils ont l'avantage. Le conseil vote dans 50 minutes. Si tu n'as pas les signatures de la clause d'antériorité, la fusion est morte. Ils vont liquider les actifs. »« Tu m'entends? »« Tout, » répondit Victor dans la même langue. Sa voix était à peine plus qu'un grognement. « Je suis à Londres. Les papiers devaient être ici. Le coursier a été retenu à Heathrow. Et je suis entouré de gens qui ne peuvent pas gérer un verre d'eau sans provoquer un désastre. Tu dois gagner du temps. Mange quelque chose. Ne les laisse pas voir que tu transpires. Je ne peux pas manger. J'ai l'estomac noué. Le menu est une saleté prétentieuse. Une pause. Quelque chose de plus calme sous la colère. Je veux juste quelque chose de vrai. Je veux m'asseoir quelque part et ne pas sentir que le monde est sur le point de s'effondrer. Il a remis le téléphone en sourdine d'un coup sec et a levé les yeux. Il a regardé Livia avec l'attente plate et froide d'un homme qui avait déçu des gens toute la soirée et qui l'avait accepté comme le ton de la nuit. « Alors, dit-il en anglais. » Livia le regarda. Elle pensa à sa grand-mère, à la voix particulière qu'Ava utilisait quand Livia était petite et effrayée. Ferme, chaleureuse et absolument certaine. Elle pensa à la vie de loyer sur son comptoir. Elle pensa à tout ce qu'elle avait à perdre. Puis elle prit une profonde inspiration et parla, pas en anglais. Une vodka l'estomac vide quand on mène une guerre de conseil d'administration, dit Livia dans un hongrois parfait et sans faille, n'est pas une manœuvre stratégique, c'est une capitulation. Et vous n'avez pas l'air d'un homme qui capitule, Monsieur Molnar. Le silence qui suivit fut le plus assourdissant qu'elle ait jamais connu. Le stylo glissa de la main de Victor Molnar. Il la fixa. Pas avec colère, pas avec le mépris plat qu'il avait montré à tous les autres ce soir-là. Il la fixa avec l'expression d'un homme qui vient d'entendre quelque chose qu'il était absolument certain de ne pas entendre. Dans un lieu où il était absolument certain d'être en sécurité. Dans une langue qui, de toute sa vie à Londres, ne l'avait jamais pris au dépourvu. « Qu'avez-vous dit »
murmura-t-il en hongrois. Sa voix était différente. L'acier était toujours là. Mais en dessous, quelque chose s'était légèrement fissuré. Quelque chose qui, à l'oreille très entraînée de Livia, ressemblait à de la reconnaissance. Elle s'est approchée. Elle a légèrement modifié son dialecte, l'adoucissant vers l'accent de la frontière orientale, le son de la cuisine de sa grand-mère, le son de quelque chose d'ancien, de spécifique et de familier. J'ai dit que vous avez besoin de clarté en ce moment, pas d'alcool, et vous avez besoin de manger quelque chose qui n'a pas le goût d'avoir été assemblé par quelqu'un qui n'a jamais eu faim. Victor a regardé autour de lui, puis il a regardé son badge, puis son visage. « Qui êtes-vous » dit-il. « Vous êtes une serveuse à Londres. Comment parlez-vous le dialecte des comtés de l'Est » ? « Ma grand-mère était Ava Kovacs, dit Livia. C'est elle qui m'a élevé. Elle a refusé de parler en anglais à la maison pendant 18 ans. Quelque chose traversa le visage de Victor Molnar. Ce n'était pas tout à fait une émotion, ni tout à fait son absence. C'était l'expression spécifique d'une personne qui vient d'entendre un nom d'un monde qu'elle pensait avoir complètement laissé derrière elle. « Vous le parlez comme quelqu'un qui l'a appris comme première langue, dit-il. « C'est le cas, dit Livia. Ma grand-mère disait que l'anglais était pour les étrangers, le hongrois pour la famille. » Victor a ramassé le stylo qu'il avait fait tomber. Il l'a reposé délibérément. Il l'a regardé avec quelque chose qui était enfin, sans équivoque, humain. « Tout le monde ici est terrifié par moi, dit-il. »« J'ai remarqué, dit Livia, vous ne l'êtes pas. » Elle a croisé son regard directement. Ses genoux tremblaient, ses mains étaient instables. « Je suis fauché, monsieur Molnar. J'ai besoin de ce travail. J'ai besoin des pourboires de ce soir. Je n'ai pas le luxe d'être terrifié par vous quand j'ai un propriétaire qui est une menace bien plus immédiate. » Il a soutenu son regard pendant 10 longues secondes. Derrière elle, Preston avait complètement cessé de respirer. De là où il se tenait, il pouvait voir le langage corporel. La proximité. Le milliardaire légèrement penché en avant. La serveuse qui ne reculait pas. Il ne pouvait pas entendre un seul mot. Il ne comprenait pas ce qui se passait. Il regardait simplement. Puis Victor Molnar a rejeté la tête en arrière et a ri. C'était un son brut, inattendu. Le genre de rire qui n'avait pas été utilisé depuis longtemps, et ça se voyait. « Très bien, dit-il, repassant au hongrois. » Il se pencha en avant comme un homme partageant un secret. « Oubliez le menu. Qu'est-ce que cet endroit peut réellement offrir à un homme qui est fatigué de faire semblant que les choses sont chics quand elles ne le sont pas? » « Le sous-chef est polonais, dit Livia. Il prépare un ragoût pour le personnel qui n'est pas sur le menu. Riche en pommes de terre et en paprika, des morceaux de bœuf coriace, du vrai poivre. Ce n'est pas élégant, mais c'est chaud et c'est honnête. Victor la fixa. Du paprikash, du vrai paprikash. Je lui ferai ajouter les boulettes. Quelque chose dans son visage est devenu très calme. Pas le calme dangereux d'avant, un genre différent. Le calme d'une personne qui se souvient de quelque chose auquel elle n'avait pas pensé depuis des années. « Apportez-le, dit-il. »« Et la vodka ?» demanda Livia. « Apportez-la aussi. » Sa bouche s'est légèrement incurvée, le fantôme de quelque chose qui n'était pas tout à fait un sourire. « Je célèbre le fait d'avoir trouvé un être humain intelligent dans cette ville. Ça vaut bien un verre. » Livia s'est retournée et est repartie vers la cuisine. Et en passant devant Preston, il lui a attrapé le bras. « Qu'est-ce qui s'est passé ?» siffla-t-il. « Pourquoi a-t-il ri? Et ce qu'il passe, qu'est-ce que vous lui avez dit? » « Il reste, dit Livia en se dégageant. « Dites à la cuisine de sortir le ragoût du personnel. Grand bol. Et dites à Jean-Luc d'ajouter les boulettes, ou je le dirai à M. Molnar. » C'était son idée de refuser. Preston la regarda comme si elle venait de suggérer quelque chose de criminel. Le ragoût du personnel. Vous ne pouvez pas servir ça à un homme comme Victor Molnar. Faites-le, Preston, dit Livia. Et quelque chose dans sa voix, quelque chose qui n'était pas là 1 heure plus tôt, l'a fait obéir. Elle a poussé seule les portes de la cuisine. Son cœur battait à une vitesse dont elle n'était pas sûre qu'elle soit durable. Elle l'avait fait. Elle l'avait atteint. Elle s'était acheté du temps, la table, et peut-être les pourboires qui sauveraient les 30 prochains jours de sa vie. Mais alors qu'elle se tenait au passe-plat, attendant le bol, autre chose s'est abattue sur elle. Quelque chose de plus froid. Elle avait entendu l'appel téléphonique. Elle était au courant du vote du conseil, des signatures manquantes, du coursier bloqué à Heathrow.
Elle savait que Victor Molnar n'était pas seulement un homme puissant passant un dîner difficile. Il était un homme au milieu d'une guerre. Et les guerres, d'après son expérience, ne se limitaient jamais à ceux qui les avaient commencées. Elle ne savait pas encore à quel point elle avait raison. Elle était toujours au passe-plat, regardant la vapeur s'élever du bol. C'est alors que les portes d'entrée du Kensington Royal se sont rouvertes, et les hommes qui sont entrés n'avaient pas l'air d'être là pour dîner. Ils n'étaient pas bruyants. C'est la première chose que Livia a remarquée. Les hommes dangereux le sont rarement. Le premier était plus âgé, aux cheveux argentés. Il portait un costume qui coûtait plus que ce que la plupart des gens gagnent en un an. Il a franchi l'entrée du Kensington Royal comme on se déplace dans des espaces que l'on a l'intention de posséder. Pas de visiter, pas de dîner, mais d'acquérir. Son sourire était large et chaleureux, mais n'atteignait pas ses yeux et de loin. Derrière lui se tenait un homme plus jeune. Il portait une maillette en cuir avec la poigne spécifique de quelqu'un qui sait exactement ce qu'elle contient et ce qu'elle vaut. Preston est apparu de nulle part. Il s'inclinait avec le désespoir mécanique d'un homme qui s'était incliné toute la soirée et avait oublié comment s'arrêter. « Bienvenue, messieurs. Avez-vous une réservation? Je peux vous installer immédiatement dans notre... » L'homme plus âgé est passé devant lui sans ralentir. Il s'est dirigé directement vers la table 4. Livia se tenait au passe-plat de la cuisine, le bol fumant de ragoût à la main. Elle a regardé Arthur Pendleton traverser la salle à manger. Il avait la confiance tranquille d'un homme qui a déjà gagné une discussion qu'il n'a pas encore commencée. La voix de Pendleton a rempli la pièce, chaleureuse, expansive. La voix d'un homme jouant l'amitié pour un public. « Victor, je ne pensais pas te trouver en train de manger de la soupe. Je supposais que tu serais déjà dans un avion pour Zurich. » Victor a posé sa cuillère. Il ne s'est pas levé. Il a pris son temps pour presser la serviette en lin contre sa bouche. Il l'a posée, sur la table. Puis il a levé les yeux vers Pendleton, comme un homme regarde quelque chose qu'il attendait et qui ne le surprend pas du tout. Arthur. Son anglais était net, froid, d'une manière complètement différente de la chaleur qu'il avait montrée à Livia 2 minutes plus tôt. Je ne savais pas que le Kensington Royal avait assoupli ses normes au point d'admettre les serpents. Je devrais parler à la direction du Code de la santé. Pendleton a ri. C'était un rire pratiqué, le genre qu'on garde dans un tiroir pour exactement ces moments. Il a tiré la chaise en face de Victor sans y être invité et s'est assis. L'homme plus jeune, l'avocat, s'est positionné au bord de la table. Il a posé la maillette avec un poids délibéré. Une déclaration. « Nous devons parler », dit Pendleton. La chaleur s'est évaporée si vite que c'en était presque impressionnant. « Le conseil se réunit dans 40 minutes. Tu n'as pas la clause d'antériorité. Ton coursier est détenu. Tu n'as plus d'option, Victor, et je pense que tu le sais. »« J'ai les papiers, » dit Victor. « Ils sont en cours de traitement. »« Ton coursier a été détenu à Heathrow, » dit Pendleton doucement, de la manière dont les gens livrent des informations qu'ils ont eux-mêmes arrangées. Nous avons passé un appel, un tuyau à la douane, actif non déclaré, très malheureux. Il y restera des jours. La salle à manger était si silencieuse que Livia, traversant le sol vers la table 4 avec le bol, pouvait entendre chaque mot. Elle a vu la main de Victor se fermer en un point sous la table. Elle a vu le muscle de sa mâchoire se contracter. Il absorbait l'information, recalculait. Comme le fait un homme quand le sol se dérobe sous ses pieds et que tomber n'est pas une option qu'il est prêt à accepter. « Signe le transfert, Victor », dit Pendleton en faisant un signe de tête à l'avocat qui ouvrit la mallette. « Van Molnar Industries à Apex Global. Prix juste, liquidité immédiate. Tu pars ce soir en homme libre. Pas de lutte au conseil, pas de spectacle public, pas d'héritage traîné dans un dépôt de bilan. » Il a fait glisser un document épais sur la table. Termes standards, très propres. Victor a regardé le document. Il ne l'a pas pris. Livia a atteint la table. Elle a posé le bol devant Victor sans un mot. Elle a rempli son verre d'eau et s'est positionnée pour remplir aussi celui de Pendleton. Elle se déplaçait avec l'invisibilité spécifique d'une personne dont le travail l'a entraînée à ne pas exister dans la pièce. Elle était à 1 mètre du document. Elle était à 60 centimètres de la main de l'avocat. Et elle écoutait de toutes ses forces. Pendleton et l'avocat ont échangé un regard. Puis,
confortable dans l'idée que la serveuse était un meuble et que Victor était la seule personne à la table à qui il fallait parler avec précaution, ils sont passés au hongrois. Il est en train de craquer, dit Pendleton à voix basse sur un ton de conversation. Regarde ses yeux. Il n'a pas dormi. Il n'a pas lu la page 7, murmura l'avocat en retour. Il ne verra pas la clause 14 avant d'avoir signé. Que fait la clause 14? Demanda Pendleton. Son expression montrait clairement qu'il connaissait déjà la réponse et qu'il aimait simplement l'entendre. Liquidation des actifs personnels pour couvrir les coûts de transition. La voix de l'avocat était plate, professionnelle, la voix d'un homme qui avait retiré sa conscience de l'équation depuis longtemps. Le domaine familial, la maison de sa mère dans les collines près de Budapest, les fiducies personnelles. Tout ce qui n'est pas sous l'égide de l'entreprise est absorbé. Nous le dépouillons complètement. Il repart avec le prix de vente et rien d'autre. Pas de maison, pas d'héritage, rien de ce que sa famille a construit avant de l'entreprise. La main de Livia s'immobilisa sur le pichet d'eau. Les glaçons cliquetèrent doucement contre le cristal. Elle ne leva pas les yeux. Elle garda son visage arrangé dans l'expression lisse et neutre de quelqu'un qui fait son travail. Quelqu'un qui n'est pas là. Quelqu'un qui ne comprend pas un seul mot de ce qui est dit. Mais son cœur battait violemment et fort dans sa poitrine. Il n'achetait pas son entreprise. Il prévoyait de l'effacer, de prendre l'argent, puis de prendre tout ce qui existait avant l'argent, la maison de sa mère, l'histoire de sa famille, tout ce qu'il n'avait pas encore perdu. Et Victor, tendant la main vers le stylo sur la table, ne le savait pas. « Si je signe ça, » dit Victor en anglais, la voix prudente, « l'hostilité cesse. Ma famille est tenue à l'écart. Vous voulez l'entreprise, pas mes biens personnels. Complètement, » dit Pendleton. Sa sincérité était extraordinaire. C'était la sincérité de quelqu'un qui l'avait pratiquée jusqu'à ce qu'elle devienne structurelle. Ce ne sont que des affaires, Victor. Nous respectons le nom Molnar. Nous voulons les routes maritimes, rien d'autre. Victor a débouchonné le stylo. La pointe a survolé la ligne de signature. Livia se tenait là, le pichet d'eau à la main. Elle a compris qu'elle avait d'environ 4 secondes pour prendre une décision qui déterminerait tout. Si elle parlait, Preston la renverrait avant qu'elle ait fini sa phrase. Si elle faisait une scène, Pendleton la ferait expulser. Elle perdrait de son travail, les pourboires, le loyer, tout, ce soir même. Et elle serait toujours expulsée demain matin, avec en prime le fait d'être sur la liste noire de tous les restaurants chics de Londres. Elle a regardé la main de Victor tenant le stylo. Elle a pensé à ce qu'elles avaient entendu sur la clause 14. Elle a pensé à une maison dans les collines près de Budapest qui appartenait à sa mère. Elle a pensé à l'avis rouge sur son propre comptoir de cuisine, aux dettes médicales de sa mère, à ce que l'on ressent quand on vous prend quelque chose que quelqu'un d'autre a décidé que vous ne méritiez pas de garder. Elle n'y a pas pensé plus de 2 secondes. Livia s'est penchée sur la table pour remplir le verre d'eau de l'avocat. Elle a laissé son coude heurter juste assez le bord du lourd pichet de cristal. C'était précis. Ça ressemblait à un accident parce qu'elle avait 3 secondes pour s'y engager complètement. Le pichet s'est renversé. De l'eau glacée, un moment de se laisse glacer, froide et absolue, a inondé la nappe. Elle a coulé sur les mains de l'avocat, sur les genoux de Pendleton et directement sur les pages ouvertes du contrat. Espèce de stupide. Pendleton était debout avant que la dernière goutte ne tombe. Son visage est passé de calme à hideux le temps de se lever. Regardez ce que vous avez fait. Ce costume est... Oh mon Dieu! Livia attrapait déjà des serviettes. Elle les pressait sur la flaque qui s'étendait, sur les pages du contrat où l'encre commençait à baver. Elle aggravait considérablement le désordre à chaque mouvement. « Je suis tellement désolé, j'ai trébuché. Je suis si maladroite. S'il vous plaît, laissez-moi aider. »« Éloignez-vous de moi, » a hurlé Pendleton, lui attrapant le poignet et repoussant sa main. « Le directeur, où est-ce le directeur? Je veux que cette femme soit expulsée immédiatement. » Preston s'est matérialisé à une vitesse qui suggérait qu'il était à 1 mètre de là pendant toute la conversation. Son visage avait atteint une nuance de gris que Livia n'avait jamais vue sur une personne vivante. « Monsieur Pendleton, je suis horrifié. Je suis mortifié. » Young reculez. Reculez tout de suite. Vous êtes fini. Vous m'entendez? Sortez de mon Victor. Pendleton s'est retourné vers la table, son calme partiellement retrouvé. Nous devons réimprimer le contrat. Venez avec nous à l'hôtel.
Le centre d'affaires peut avoir une nouvelle copie en 20 minutes. Victor n'avait pas bougé. Il était assis, très immobile, regardant Livia. Elle tamponnait le document ruiné avec une poignée de serviettes en lin blanc. Et juste un instant, entre les cris de Preston et la redirection de Pendleton, elle a regardé Victor droit dans les yeux. Ses yeux étaient grands, urgents, pas désolés, pas paniqués. Il communiquait. Elle s'est penchée pour éponger une tache d'eau près de son côté de la table. Sa voix était à peine un souffle. C'était en hongrois. Et c'était la fois où elle avait parlé le plus vite de sa vie. Ne signez pas. Page 7, clause 14. Ils prennent le domaine de votre mère. Liquidation des actifs personnels. C'est écrit dans le transfert. Ils prennent tout. C'est un piège. Victor n'a pas bougé, n'a pas cligné des yeux. Son expression n'a pas pu changer d'un iota. Mais quelque chose derrière ses yeux a changé. Elle l'a vu. Le changement spécifique d'un homme qui reçoit une information à laquelle il n'était pas préparé et qui la traite en temps réel avec tout ce qu'il a. Le contrat est ruiné, dit l'avocat. Il souleva les pages trempées avec 2 doigts. Sa voix était blanche de fureur contenue. Nous devons y aller maintenant. Le vote est dans 38 minutes. Victor, dit Pendleton. Sa voix s'est durcie pour la première fois, abandonnant complètement la prétention. Maintenant. Victor s'est levé. Il a pris le verre de vodka qui avait survécu à l'inondation, intact, et il a pris une gorgée lente et délibérée. Non, dit-il. Le mot était calme. C'était aussi la chose la plus dangereuse que Livia ait entendue dans cette pièce de toute la nuit, et elle y avait passé la majeure partie de la soirée. Le sourire de Pendleton n'a pas disparu. Il s'est calcifié. Je vous demande pardon. J'ai dit non. Victor a posé le verre. Je ne vais pas à votre hôtel. Je ne signe pas votre contrat. Et je ne ferai ni l'un ni l'autre, ni ce soir, ni aucun autre soir. La voix de Pendleton est devenue plus tranchante. Le vote du Conseil a lieu dans 38 minutes, que vous soyez dans la salle ou non. Vous n'avez pas les documents. Vous n'avez pas les voix. Vous allez tout perdre de toute façon. La seule différence est de savoir si vous partez avec de l'argent ou avec rien. J'ai failli repartir avec rien, dit Victor. Ses yeux se sont tournés vers Livia une fraction de seconde. La clause 14 est une touche particulière, Arthur. La maison de ma mère, son domaine. C'est le genre de détail qui vous dit tout sur le type d'homme à qui vous avez affaire. Il a regardé l'expression de Pendleton changer. Il a vu le calcul se faire derrière ses yeux. Il l'a vu regarder Livia et commencer à comprendre ce qui venait de se passer. Ne la montrez pas du doigt, dit Victor. Elle parle à peine anglais, et encore moins le dialecte des voleurs. Il s'est tourné vers Preston. Directeur. Preston a émis un son qui n'était pas tout à fait un mot. Cette femme, dit Victor, et sa voix avait la qualité particulière de quelqu'un faisant une déclaration pour la postérité. Elle vient de me sauver d'une erreur d'1 milliard de dollars. Si vous la renvoyez pour l'eau, j'achèterai ce bâtiment. Je le démolirai et je dédierai le terrain vague à un usage public. Sommes-nous bien d'accord? Le presse-papier de Preston a heurté le sol. Il l'a laissé là. Dégage de ma vue, Arthur, dit Victor en se retournant vers Pendleton. L'accord est annulé. Dites au Conseil que je convoque une assemblée générale extraordinaire et que j'enclenche moi-même la défense de la pilule empoisonnée. Si je tombe, le cours de l'action tombe avec moi. Voyons ce que vos investisseurs pensent de ce résultat particulier. C'était du bluff. Livia pouvait l'entendre. La légère fragilité sous le ton absolu. Mais ça a atterri comme si c'était du béton. Pendleton le fixa. Le sourire avait complètement disparu maintenant. Remplacé par quelque chose de plus proche de la haine que tout ce qui avait été dans la pièce ce soir-là. Il a ramassé la maillette. Il a regardé Livia une dernière fois. Et ce qu'il y avait dans ce regard l'a fait reculer d'un demi-pas sans qu'elle en décide. « Ce n'est pas fini, Molnar. Ça ne l'est jamais, » dit Victor agréablement. « Au revoir, Arthur. » Pendleton est sorti. L'avocat a suivi. La pièce a poussé un soupir qu'elle retenait depuis 10 minutes. Et puis Victor Molnar a regardé Livia. Tout l'acier, la performance et la précision froide des 5 dernières minutes ont disparu en une seule expiration. Et ce qu'il y avait en dessous, c'était un homme à qui il restait 18 minutes sur une horloge qui tournait toujours et qui n'avait absolument aucun moyen de l'arrêter de là où il se tenait. « J'ai besoin d'un téléphone, » dit-il doucement. « Une ligne fixe, quelque chose de vieux, qui ne peut être ni tracé ni brouillé.
et j'en ai besoin dans les 2 prochaines minutes. Livia était déjà en train de dénouer son tablier. Le bureau du sous-sol, dit-elle. Preston a une ligne d'autorisation sur fil de cuivre. Elle est complètement hors réseau. Emmenez-moi. Je suis en service. Livia. Il a dit son nom comme s'il le connaissait depuis des années. Je ne vous le demande pas en tant que client. Je vous le demande en tant qu'homme sur le point de perdre toute l'histoire de sa famille. Aidez-moi. Elle l'a regardé. Elle a regardé la porte par laquelle Pendleton venait de sortir. Elle a laissé tomber son tablier sur la table. Suivez-moi, dit-elle, et ne traînez pas. Ils se sont dirigés vers la cuisine à une allure qui n'était pas tout à fait de la course. Livia n'a pas regardé Preston. Elle savait déjà à quoi ressemblait son visage et n'avait pas besoin de le revoir. Ce qu'elle ne savait pas, ce qu'elle ne pouvait pas encore savoir, c'est qu'Arthur Pendleton n'était pas allé à sa voiture. Il s'était arrêté juste devant l'entrée de service. Il avait passé un appel téléphonique et renvoyé 2 personnes à l'intérieur. Par la porte arrière que le personnel de cuisine laissait toujours entrouverte à cause de la mauvaise ventilation. Ils étaient déjà dans le bâtiment et ils se déplaçaient vite. Ils ont traversé la cuisine à une allure qui a fait se retourner Jean-Luc à son poste, une louche à la main. Il avait une expression de pure indignation qu'aucun d'eux n'a reconnue. Livia a poussé la porte battante à l'arrière de la zone de préparation, celle qui menait au couloir de service. Victor la suivait de si près qu'elle pouvait entendre sa respiration. Contrôlée, mais rapide. La respiration d'un homme faisant un calcul qui n'aboutissait jamais. La cage d'escalier était étroite, mal éclairée. Elle sentait des décennies de vapeur et de vieilles isolations de tuyaux. Leurs pas résonnaient. Le nom du trésorier est Marcus Reed, dit Victor en descendant. C'est la seule personne du conseil qui n'est pas dans la poche de Pendleton. Si je peux le joindre directement, il peut déclencher une pause d'urgence sur le vote. Ça me fait gagner du temps pour obtenir les documents par un autre canal. De combien de temps avez-vous besoin? Assez pour prouver la fraude. La clause seule ne suffit pas. J'ai besoin du projet de contrat original, celui sans la révision, pour prouver qu'elle a été insérée après l'accord initial. Où est-il? Dans mon bureau d'avocat à Budapest. C'est à 1500 miles d'ici et complètement inaccessible pour moi dans les 15 prochaines minutes. Il l'a dit sans apitoiement, ce qui a rendu les choses pires en quelque sorte. Un seul appel à Marcus, c'est tout ce dont j'ai besoin. Un appel pour suspendre le vote, et j'ai jusqu'au matin. Ils ont atteint le bas des escaliers. La porte du bureau était au bout du couloir, celle avec l'inscription privée en pochoir délavé que Preston traitait comme un secret d'État. Livia avait sorti son passe-partout avant d'y arriver. Elle a poussé la porte et Victor est passé devant elle jusqu'au bureau. Le téléphone était exactement comme elle l'avait décrit. Lourd, beige, à cadran rotatif. Une relique que Preston avait refusé de remplacer pendant 11 ans au motif qu'il fonctionnait et n'avait donc pas besoin d'être touché. Il était directement câblé à la ligne d'autorisation en cuivre du bâtiment. Complètement isolé du réseau Wi-Fi du restaurant, invisible à tout ce qui est numérique. Victor a saisi le combiné. Il a commencé à composer de mémoire une longue séquence internationale qu'il a entrée sans hésitation ni erreur. Il a pressé le téléphone contre son oreille. Livia se tenait près de la porte et écoutait le silence du couloir au-dessus d'eux. « Marcus, dit Victor. » Sa voix a pris le registre rapide et précis d'un homme qui n'a qu'une seule chance de dire quelque chose d'important. « Écoute-moi attentivement. Le contrat Apex est frauduleux. Ils ont inséré une clause de liquidation après l'accord initial. Actifs personnels, domaine familial, tout ce qui est en dehors de la structure de l'entreprise. J'ai besoin que tu déclenches la pause d'urgence. Article 9. Fais-le maintenant, avant l'ouverture du vote. Une pause. La mâchoire de Victor se crispa. Je sais quelle heure il est, Marcus. Je te dis que l'offre est basée sur la mauvaise foi. J'ai un témoin qui a entendu la clause discutée par Pendleton et son avocat en termes explicites. Déclenche la pause et je t'enverrai les documents d'ici demain matin. Si tu ne le fais pas et que le vote panne, tu passeras les 3 prochaines années en déposition à expliquer pourquoi tu as approuvé une fusion frauduleuse. Une autre pause, plus courte. Merci, dit Victor. Ne laisse pas Pendleton parler. Fais-le sortir si nécessaire. Il a légèrement baissé le combiné et un instant, ses yeux se sont fermés. Le soulagement était physique. Livia pouvait le voir parcourir ses épaules. C'est à ce moment-là qu'elle a entendu des pas. Pas ceux du personnel de cuisine. Elle connaissait le bruit du personnel de cuisine. Les chaussures à semelles souples, le pas rapide des gens qui transportent des choses. C'était différent, délibéré, mesuré, les pas de gens qui n'étaient ni perdus, ni en train de flâner.
2 paires de pas descendant les escaliers. Ils sont là, dit-elle. Les yeux de Victor se sont ouverts. Il l'a regardé. Il a regardé le téléphone toujours dans sa main. Marcus, j'ai besoin de 30 secondes de plus, dit-il dans le combiné, sa voix baissant. Ne raccroche pas. Les pas se sont arrêtés en bas de la cage d'escalier. Puis la lumière du couloir a changé, bloquée par quelque chose de grand qui se tenait devant. La porte du bureau s'est ouverte violemment. Ce n'était pas Pendleton. Pendleton était le genre d'homme qui envoie des gens franchir des portes qu'il n'est pas prêt à franchir lui-même. Les 2 hommes qui sont entrés étaient le genre de personnes que Pendleton gardait précisément pour ce genre de mission. Le plus jeune, l'avocat nommé Simon Vane, avait complètement perdu son vernis professionnel. L'autre était bâti comme un élément de structure, large et sans expression. C'était le garde du corps qui avait été posté devant l'entrée du restaurant toute la soirée. Vane a regardé le téléphone dans la main de Victor. Il a fouillé dans la poche de sa veste et en a sorti un petit appareil argenté, pas plus grand qu'une télécommande. Il a actionné un interrupteur sur le côté. Le téléphone dans la main de Victor a émis un son aigu et plat. La tonalité en dessous s'est effondrée en un bruit de friture. Brouilleur de signal, dit Vane agréablement. Ça marche aussi sur les lignes en cuivre si on a la bonne fréquence. Ce qui est notre cas, il l'a remis dans sa poche. Le conseil s'assoit en ce moment même, Victor. Tu as appelé Marcus, ce qui était malin. Mais nous avons aussi quelqu'un dans cette salle, et cet appel ne va pas accomplir ce que tu penses. Pose ce téléphone. Victor a posé le combiné sur le bureau. Il n'a pas regardé Livia. Vous êtes en violation de propriété, dit Livia. Sa propre voix l'a surpris par sa fermeté. Vane la regarda avec le mépris spécifique de quelqu'un à qui un objet, dont il ignorait qu'il pouvait produire du son, vient de parler. Vous êtes largement dépassé. Écartez-vous, et ça ne vous regarde pas. C'est la seule personne dans ce bâtiment qui agit avec intégrité, dit Victor. Sa voix était devenue très calme, de la manière dont Livia avait déjà appris que cela annonçait quelque chose de beaucoup plus bruyant. Ce qui la rend considérablement plus dangereuse que vous, Simon. Dangereuse. Vane a répété le mot comme s'il le goûtait. Il a vérifié sa montre. Vous avez 6 minutes avant que les signatures numériques ne soient validées. Après ça, vous pourrez raconter votre histoire à quiconque s'occupe des faillites d'entreprise. Je m'en fiche complètement. Il a fait un signe de tête au garde du corps, débranché le téléphone du mur. Le garde du corps a contourné le bureau en direction de la prise téléphonique. Les yeux de Livia se sont posés sur le bureau de Preston. Le presse-papier en verre, une silhouette de Londres en cristal massif, était posé sur une pile de dossiers. Il était là depuis environ 4 ans, sans jamais avoir servi à rien. Elle l'a ramassé. « Restez en arrière, dit-elle. » Le garde du corps la regarda et produisit un petit son totalement dépourvu d'humour, qui était techniquement un rire. Il a commencé à la contourner. Livia ne l'a pas visée. Elle a levé les yeux au plafond, vers la tête du gicleur, juste au-dessus du bureau, vers la petite ampoule de verre rouge en son centre, et elle a lancé le presse-papier aussi fort qu'elle n'avait jamais rien lancé de sa vie. L'ampoule a éclaté. Une seconde de silence absolu, puis le plafond s'est ouvert. Ce n'était pas la douce brume d'un système de gicleur moderne. Les tuyaux du sous-sol du Kensington Royal avaient été installés à une époque où la lutte contre l'incendie signifiait un volume industriel. Et ils étaient restés pleins, sous pression et complètement intacts pendant des années. Ce qui est sorti du plafond était un torrent d'eau noire, stagnante et glaciale. Elle a frappé toutes les surfaces de la pièce simultanément. L'alarme incendie s'est déclenchée au même instant. Un cri perçant et rythmé qui rebondissait sur les murs en béton. Il rendait la pensée difficile et la conversation presque impossible. Vane a crié quelque chose qui s'est perdu dans l'alarme. Il a été trempé en quelques secondes. Son costume cher lui collait à la peau, sa coiffure soignée était détruite. Il se protégeait le visage avec son avant-bras et tenait toujours le brouilleur, mais sa main tremblait. Le garde du corps a quand même avancé. Il a immédiatement glissé sur le sol en béton, rendu lisse par l'eau et la vieille graisse des années d'écoulement de la cuisine. Ses pieds ont dérapé. Son énorme carcasse a heurté le classeur en métal en tombant. Le bruit ressemblait à un accident de voiture, et il est resté au sol. « L'ascenseur, » dit Livia. Victor était déjà en mouvement. Ils sont entrés dans le couloir qui s'inondait rapidement. L'eau dévalait les escaliers en une fine nappe sombre. Le monte-charge était au fond.
une cage métallique rouillée utilisée pour déplacer le linge entre les étages. Il était actionné par un panneau de boutons qui semblait avoir été installé quand le bâtiment était neuf et la monarchie jeune. Livia a appuyé sur le bouton d'appel. L'ascenseur était déjà à leur niveau. Elle a ouvert la grille, ils sont entrés, et elle l'a refermé derrière eux juste au moment où Vane sortait du bureau. Trempé et furieux, le brouillard toujours à la main. Ses doigts se sont coincés dans le grillage de la porte quand elle l'a claqué. Elle a appuyé sur le bouton de l'étage supérieur. L'ascenseur a gémi, a tangué, a commencé à monter. La main de Vane s'est retirée. Il criait quelque chose. C'était complètement inaudible sous l'alarme incendie. Victor pressait son dos contre le mur de l'ascenseur. Son costume était ruiné, ses cheveux détruits. De l'eau coulait sur son visage. Il a regardé Livia avec une expression qu'elle n'avait jamais vue sur lui auparavant. Pas exactement de la gratitude. Quelque chose de plus proche de l'incrédulité. Le brouilleur, dit-elle, sa voix s'élevant au-dessus de l'alarme. Est-ce qu'il fonctionne sur ce circuit? Le panneau d'urgence, dit-il. Où? Elle a arraché le couvercle en plastique du panneau d'interphone sur le mur de l'ascenseur. À l'intérieur se trouvait un combiné de qualité industrielle. Une connexion directe par fil de cuivre au circuit de sécurité incendie du bâtiment, qui, par obligation légale, était relié à un poste de sécurité avec personnel. Ça contourne tout, dit-elle. Le code incendie l'exige. Victor a saisi le combiné. Une voix a répondu en 3 secondes. Sécurité centrale, énoncez votre urgence. Ici Victor Molnar. Sa voix avait complètement récupéré. Toute trace de l'homme épuisé, mouillé et acculé avait disparu, remplacé par quelque chose qui semblait avoir été forgé plutôt que d'avoir grandi. Code d'autorisation bleu 7 Alpha 9. Je suis victime d'une agression physique au Kensington Royal. J'ai besoin d'une connexion immédiate avec le conseil d'administration de Molnar Industries. Priorité d'urgence. Faites-le maintenant. Une pause qui a duré 4 secondes et a semblé beaucoup plus longue. Identité confirmée. Monsieur Molnar. Oh, j'ai dit une identité de Molnar. Connexion encore. L'ascenseur montait lentement. L'alarme continuait en dessous d'eux, distante maintenant, étouffée. Livia se tenait le dos contre le mur opposé et regardait le visage de Victor pendant qu'il attendait la connexion. Et elle pensait à l'eau du gicleur qui imbibait son uniforme, au fait qu'elle venait de détruire un équipement de lutte contre l'incendie et d'agresser un garde du corps avec un presse-papier décoratif. Et elle se sentait, de manière improbable, complètement calme. Victor. La voix qui est parvenue était masculine et tendue. La voix d'un homme dans une pièce pleine de gens qui essayaient tous de parler en même temps. Nous étions à 60 secondes du vote. Où es-tu? Marcus. La prise de Victor sur le combiné se resserra. Annule le vote. J'invoque la clause du loup. L'offre d'Apex est frauduleuse. J'ai un témoin et des preuves physiques de négociation de mauvaise foi. Le contrat contient une clause de liquidation des actifs personnels qui n'était pas présente dans l'accord original. Si Pendleton est dans cette pièce, faites-le sortir par la sécurité avant qu'il ne touche à quoi que ce soit. Du bruit à l'autre bout du fil. Une voix forte qui semblait être celle de Pendleton, suivie par le son d'une pièce qui décide de quelque chose. Victor, c'était encore Marcus, légèrement essoufflé. Le temps était écoulé. Tu as réussi à 12 secondes près. L'ascenseur s'est arrêté. Victor a baissé le combiné. Il a pressé son front contre la paroi métallique froide de l'ascenseur et y est resté un moment sans parler. Le combiné se balançait doucement au bout de son fil. En bas, au loin, l'alarme incendie criait toujours. Livia le regardait. Elle n'a rien dit. Certains moments ne nécessitent aucun commentaire. Quand il a relevé la tête, ses yeux étaient clairs. Plus clairs qu'ils ne l'avaient été de toute la soirée. Plus clairs que lorsqu'elle l'avait vu pour la première fois dans la salle à manger. Toute cette fureur contenue et cette exhaustion à peine réprimée. Quelque chose s'était libéré. 12 secondes, dit-il. Vous avez réussi, dit-elle. Nous avons réussi. Il l'a regardé, l'a vraiment regardé, de la même manière qu'il l'avait regardé quand elle avait parlé hongrois pour la première fois. Avec cette qualité d'attention sincère que les gens puissants n'accordent presque jamais à ceux qu'ils n'ont pas jugés dignes de leur temps. Livia, vous avez cassé un gicleur avec un presse-papier. J'ai cassé la tête du gicleur, a-t-elle corrigé. Le système de gicleur a fait le reste. Techniquement, j'ai juste fait une suggestion structurelle. Quelque chose a traversé son visage. Pas tout à fait un sourire.
quelque chose de plus chaud que le fantôme de sourire qu'il avait produit plus tôt. « Votre grand-mère vous a appris ça aussi ?» demanda-t-il. « Ma grand-mère m'a appris que parfois, la solution la plus efficace est celle qui rend impossible la continuation du problème, » dit Livia. Elle parlait généralement de disputes, mais le principe s'applique. Il a regardé le combiné qui se balançait toujours au bout de son fil. Il a regardé l'uniforme de Livia, trempé et sombre, ses cheveux complètement défaits de ce qu'ils étaient au début de la soirée. Il a regardé ses propres mains, les tatouages sur ses avant-bras, sombres sur sa peau. La veste sur mesure, détruite au-delà de toute possibilité de récupération. « Ils vont s'en prendre à vous, dit-il. Pendleton ne perd pas avec grâce. Il prétendra que vous avez interféré dans une négociation commerciale légale. Il en fera une affaire de contrat renversé, de gicleurs et de tout ce que ses avocats pourront y ajouter. « Je sais, dit Livia. Vous le saviez quand vous avez renversé l'eau. »« Oui, et vous l'avez fait quand même. » Elle a croisé son regard. « Vous étiez sur le point de perdre la maison de votre mère, Monsieur Molnar. J'ai passé 2 ans à voir ce que ça fait à une personne de perdre la dernière chose qui la relie à quelqu'un qu'elle aimait. Je n'allais pas rester à 1 mètre de là et laisser ça arriver à quelqu'un d'autre parce que je m'inquiétais pour un travail. » Le silence qui suivit était différent de tous les autres silences de la soirée. Il n'y avait pas de tension. Il avait un poids. Le poids de quelque chose qui avait été dit et ne pouvait être repris. Le poids de 2 personnes debout dans un ascenseur en ruine après avoir survécu à quelque chose ensemble. Trempés, fatigués et plus honnêtes l'un envers l'autre qu'ils ne l'avaient été avec quiconque depuis longtemps. Victor a fouillé dans la poche intérieure de sa veste détruite. Il en a sorti une petite carte plastifiée, tachée d'eau mais intacte. Un seul numéro en relief doré sur une surface par ailleurs simple. Il la lui a tendue. « Thomas, dit-il, mon avocat. Pas Sterling. Sterling est un idiot. Thomas, il vous appellera demain matin. N'ignorez pas l'appel. » Livia a pris la carte. « Monsieur Molnar, je n'ai pas besoin d'un avocat. J'ai besoin que mon propriétaire me rende ma caution et que je puisse payer le loyer du mois prochain. C'est toute l'étendue de mes ambitions actuelles. »« Je sais, dit Victor, et c'est exactement pour ça que je vous donne son numéro. » Il a fait une pause. « Pendleton sera arrêté avant le matin. Le conseil va voter pour engager des poursuites pour fraude. Quand cela arrivera, chaque élément de cette soirée deviendra un fait juridique. Vous êtes un témoin. Thomas s'assurera que c'est le seul rôle que vous jouez et que vous êtes protégé pendant que vous le jouez. » Elle a regardé la carte dans sa main. Elle l'a regardée. « Et Preston, dit-elle, il m'a dit de partir avant même que vous ayez fini de manger. » Quelque chose a changé dans l'expression de Victor. Pas de la chaleur, exactement. Quelque chose de plus tranchant en dessous. L'expression spécifique d'un homme qui n'a rien oublié de ce qui s'est passé ce soir et qui a déjà commencé à décider quoi faire à ce sujet. « Rentrez chez vous ce soir, dit Victor. Prenez un bain chaud, jetez l'uniforme. Et demain, quand Thomas appellera, répondez au téléphone. » La porte de l'ascenseur s'est ouverte sur le couloir supérieur. Victor est sorti, puis s'est retourné pour la regarder une dernière fois. « Et Livia, dit-il, le ragoût était parfaitement salé. » Elle l'a regardé s'éloigner dans le couloir vers l'entrée principale. Son téléphone était déjà à son oreille. Sa voix passait au langage d'un homme qui venait de survivre à quelque chose et qui n'en avait pas encore fini. Elle est restée seule dans l'ascenseur un moment. L'alarme s'était tue. Le bâtiment semblait très calme. Quelque part en dessous d'elle, elle savait qu'il y avait un sous-sol inondé. Un bureau en ruine. Un avocat extrêmement en colère avec des chaussures mouillées. Et Preston Giles, qui était sur le point de découvrir que la soirée avait largement dépassé tout ce que son presse-papier pouvait gérer. Elle a appuyé sur le bouton du rez-de-chaussée. Debout dans cet ascenseur, une carte dorée à la main, elle n'avait aucune idée de ce à quoi les 2 prochaines semaines allaient ressembler. Elle ne savait rien des titres des journaux, de l'arrestation ou de l'appel de Thomas qui durerait 40 minutes, ni du document qui arriverait par coursier à son appartement un mardi matin, avec son nom dessus et les mots « directrice générale » imprimés en dessous. Elle ne savait rien de tout cela pour l'instant. Ce qu'elle savait, c'est qu'elle était trempée. Elle était presque certainement renvoyée. Et pour la première fois en 2 ans, le sentiment dans sa poitrine n'était pas de l'angoisse. C'était quelque chose qu'elle reconnaissait à peine. Ça ressemblait au tout début de quelque chose. Le rez-de-chaussée du Kensington Royal était un pays différent de celui que Livia avait quitté 20 minutes plus tôt.
L'alarme incendie s'était arrêtée, mais son absence semblait provisoire, comme une respiration retenue. Le personnel de cuisine se tenait en groupe lâche dans le couloir, devant les portes battantes. Certains tenaient encore des ustensiles. Tous regardaient Livia sortir du monte-charge dans son uniforme en ruine. Ils avaient l'expression particulière des gens qui en avaient assez entendu d'en bas pour comprendre que quelque chose d'important s'était produit, mais pas assez pour savoir exactement quoi. Jean-Luc était en tête du groupe, ses pinces toujours à la main. Son visage passait de l'indignation à la curiosité à part à peu près égale. « Qu'est-il arrivé au sous-sol » dit-il. « Dysfonctionnement des gicleurs » dit Livia en passant devant lui. « Dysfonctionnement » répéta Jean-Luc en regardant l'état de son uniforme. C'est une façon de le dire. Elle a poussé les portes battantes pour entrer dans la salle à manger. La salle s'était vidée. Plusieurs tables avaient payé et étaient parties pendant le chaos. Elle ne voulait pas subir une alarme incendie et tout ce qui l'avait précédé. Ceux qui restaient étaient penchés les uns vers les autres, dans la posture spécifique des gens qui ont été témoins de quelque chose pour lequel ils n'avaient pas payé et qui étaient déterminés à en tirer le maximum de valeur avant de partir. Les bougies brûlaient encore. Le lustre jetait toujours sa lumière coûteuse sur le marbre. Tout semblait pareil. Tout était complètement différent. Preston Giles se tenait au pupitre d'accueil, le téléphone pressé contre son oreille. Il avait l'expression d'un homme recevant des nouvelles qui restructuraient activement sa compréhension de son propre avenir. Il a vu Livia passer la porte de la cuisine et il a baissé le téléphone sans dire au revoir à son interlocuteur. Il a regardé son uniforme. Il a regardé ses cheveux. Il a regardé la carte dorée qu'elle tenait toujours dans sa main gauche. Cette carte, dit Preston. Sa voix était étrange, faible, d'une nouvelle manière. C'est de sa part? Son avocat contactera le restaurant demain, dit Livia. Je suggérerais de vous assurer que tous les dossiers d'emploi sont à jour et exacts, Livia. Preston a posé le téléphone sur le pupitre. Il a redressé sa veste à deux mains, un geste si automatique qu'il en était presque triste. Vous devez comprendre la position dans laquelle j'étais ce soir. La pression que je subissais. Quand je vous ai dit de retourner sur la terrasse, je vous protégeais. Un homme comme Molnar, on n'envoie pas simplement une serveuse de terrasse. Preston, dit Livia, arrêtez de parler. Il s'est tu. Elle s'est dirigée vers le porte-manteau près de l'entrée de service. Elle a pris son sac sur le crochet où elle l'avait laissé 4 heures plus tôt, ce qui semblait être une autre ère géologique, et elle est sortie du Kensington Royal. L'air de la nuit l'a frappée comme de l'air froide, ce qui, vu l'état de son uniforme, était presque redondant. Elle est restée sur le trottoir devant l'entrée de service. Elle a regardé la carte dans sa main pendant un long moment. Puis elle l'a mise dans son sac, a fermé la fermeture éclair et a commencé à marcher vers le métro. Elle ne savait pas qu'à 12 mètres de là, dans une voiture noire garée au coin de la rue, Arthur Pendleton était assis sur la banquette arrière. Il avait un téléphone à l'oreille et les yeux fixés sur la porte de service. Elle ne savait pas qu'il la regardait s'éloigner. Elle ne savait pas ce qu'il a dit au téléphone après qu'elle ait tourné au coin de la rue. Elle ne savait rien de tout cela pour l'instant. Mais elle allait le savoir. L'appel de Thomas est arrivé à 8h14 le lendemain matin. Livia était assise à sa table de cuisine, en vêtements secs. Elle avait une tasse de thé qu'elle n'avait pas encore bu. Elle fixait l'avis d'expulsion rouge qui était toujours sur son comptoir. Elle était réveillée depuis 5 heures. Elle n'avait pas vraiment dormi. Elle était restée très immobile, les yeux fermés, l'esprit tournant à une vitesse qui rendait le repos impossible. Quand le téléphone a sonné, le numéro était un indicatif de Londres qu'elle ne reconnaissait pas. « Ah, Mademoiselle Young », dit la voix à l'autre bout du fil. Elle était calme, sans hâte. La voix d'un homme qui vivait à un rythme différent du reste du monde. « Mon nom est Thomas Brennan. Je suis le conseiller juridique de M. Molnar. Je crois qu'il a mentionné que j'appellerais. »« Il l'a mentionné, » dit Livia. « Bien. J'ai besoin d'environ 40 minutes de votre temps, et je veux commencer par vous dire que vous n'avez pas besoin de votre propre avocat pour cette conversation, bien que vous soyez libre d'en obtenir un avant que nous parlions formellement. Ce que je vais vous dire est, à ce stade, informatif. » Livia a pris le thé. Il était froid. Elle l'a bu quand même. Dites-moi. Thomas lui a dit qu'Arthur Pendleton avait été expulsé de la réunion du conseil la veille au soir par la sécurité, ce qui avait créé une scène suffisamment importante pour que 3 membres du conseil l'enregistrent sur leur téléphone. Simon Vane, l'avocat,
avait été arrêté par la police métropolitaine à 7h45 ce matin-là, pour des accusations que Thomas a décrites comme substantielles, sans donner plus de détails. Le brouilleur de signal récupéré dans le bureau du sous-sol du Kensington Royal avait été signalé comme un appareil réglementé, le genre qui nécessite une licence spécifique que Vane ne possédait pas. Les accusations de fraude liées à la clause du contrat étaient traitées à une vitesse que Thomas a qualifiée d'inhabituelle, l'implication étant que l'équipe juridique de Victor Molnar avait passé la nuit à faire le travail de plusieurs semaines. Qu'est-ce que cela signifie pour moi? Demanda Livia. Cela signifie que votre récit de la soirée sera requis dans le cadre de la plainte formelle, dit Thomas. Cela signifie aussi que M. Pendleton est conscient de votre rôle. C'est pourquoi j'appelle tôt. Son équipe juridique personnelle a contacté le Kensington Royal ce matin à 6 heures, avec une lettre d'intention de poursuivre une action civile contre un membre de leur personnel de service, pour interférence dans une négociation commerciale légale et destruction délibérée de biens. Livia a posé la tasse. Il s'en prend à moi, dit-elle. Il tente de, dit Thomas. La lettre vous nomme spécifiquement. Elle nomme aussi le restaurant. C'est là que la situation devient intéressante. Intéressante comment? Le Kensington Royal a changé de propriétaire à minuit la nuit dernière, dit Thomas. La société holding qui l'a acquis est enregistrée au nom d'une fiducie privée que M. Molnar contrôle par l'intermédiaire d'une filiale. Légalement parlant, toute action civile contre un membre du personnel de ce restaurant implique désormais un litige contre une société soutenue par les ressources juridiques et financières personnelles de Victor Molnar. Une pause. Les avocats de M. Pendleton ont retiré la lettre à 7h30 ce matin. Livia a réfléchi à cela un moment. Il a acheté le restaurant, dit-elle. Ce n'était pas une question. Il a acheté le restaurant, est confirmé Thomas. Il m'a également demandé de vous transmettre que votre poste là-bas, si vous le souhaitez, n'est pas le service en terrasse. La conversation sur le poste de directrice générale a eu lieu 3 jours plus tard, dans un café à 2 rues du restaurant. Le bureau de Victor Molnar avait appelé pour lui demander où elle voulait se rencontrer. Elle avait répondu quelque part sans sol en marbre. Son assistante avait marqué une pause d'exactement 1 seconde avant de dire qu'elle s'en occuperait. Victor est arrivé sans garde du corps. Il portait une veste sombre sur une chemise blanche ouverte au col. Les tatouages étaient invisibles sur son cou et le long de ses avant-bras. La même démarche contrôlée et délibérée. Mais quelque chose dans son visage était différent de la soirée au restaurant. Les rides de stress autour de ses yeux s'étaient adoucies. Il n'a pas balayé la pièce du regard en entrant. Il a vu Livia à la table du coin et s'est dirigé directement vers elle. « Vous avez meilleure mine que la dernière fois que je vous ai vu, » dit-il en s'asseyant. La barre n'était pas très haute, dit-elle. Il a souri. Cette fois, le sourire a atteint ses yeux. Thomas me dit que l'équipe de Pendleton a plié bagage avant le petit déjeuner. Thomas me dit que vous avez acheté le restaurant avant minuit. J'étais motivé. Il a enroulé ses 2 mains autour de la tasse de café qui est apparue devant lui. Il ne l'avait pas commandé. Mais la serveuse, une jeune femme clairement briefée, l'avait posé là sans qu'on le lui demande. Je veux parler de la suite pour le restaurant et pour vous en particulier. Vous ne me devez rien, dit Livia. Je sais, a répondu Victor en la regardant droit dans les yeux. Ce n'est pas le sujet de cette conversation. Ce que je vous dois et ce que je veux vous offrir sont 2 choses entièrement différentes. Et je veux que vous compreniez la différence avant de décider quoi que ce soit. Il a posé la tasse. Le restaurant a besoin de quelqu'un qui comprend les 2 salles, la cuisine et la salle à manger, le personnel et les clients. Quelqu'un qui comprend que la valeur d'un lieu n'est pas dans le marbre au sol, mais dans ce qui se passe aux tables. Il a fait une pause. Directrice générale, branche hôtellerie, pleine autorité. Un salaire qui n'est pas ce qu'on vous payait pour servir des salades aux touristes. Livia le regarda. J'ai abandonné Oxford il y a 2 ans. J'ai été serveuse. Je n'ai pas les qualifications pour... Vous parlez 4 langues, dit Victor. Vous lisez une pièce mieux que quiconque que j'ai employé à n'importe quel niveau. Vous avez identifié une clause de contrat frauduleuse dans une langue que vous n'étiez pas censé parler. Sous pression, en 30 secondes. Et vous avez agi à vos dépens. Ce n'est pas quelque chose qu'un diplôme vous donne, c'est quelque chose que l'on a ou que l'on n'a pas. Il se pencha légèrement en avant. Je ne fais pas d'offres que je n'ai pas mûrement réfléchies,
et je n'offre pas de poste à des personnes que je ne suis pas certain de pouvoir les tenir. Livia resta silencieuse un moment. Dehors, par la fenêtre, Londres faisait ce que Londres fait. Elle bougeait, rapide, grise et indifférente au moment de signification individuelle. Le ragoût du personnel reste au menu, dit-elle finalement. L'expression de Victor s'est transformée en quelque chose qui n'était pas tout à fait de l'amusement, mais qui était considérablement plus chaleureux. On m'a dit qu'il est déjà sur le projet de menu pour la réouverture. Le ragoût des confins, l'article le plus cher de la carte, 10% au fonds de bourse pour immigrés. Déjà dans l'accord d'exploitation. Elle le regarda. Vous avez fait tout ça avant de m'appeler. Je voulais être certain d'avoir quelque chose de valable à offrir avant de l'offrir. Il a pris son café. Le poste est réel. Les termes sont écrits. Thomas a les papiers. Si vous voulez du temps pour y réfléchir, prenez-le. Si vous avez des conditions, dites-les-moi. Je ne suis pas Preston Giles. Je ne négocie pas sous la pression. Livia a pensé à l'enveloppe rouge sur son comptoir de cuisine. Elle a pensé aux dossiers médicaux de sa mère dans la boîte sous son lit, à la pile d'avis de dette qu'elle remboursait un mois à la fois depuis 2 ans. Lentement, régulièrement, et avec l'endurance spécifique de quelqu'un qui avait décidé que la survie était un engagement à plein temps. Elle a pensé à Oxford, au cours de linguistique auquel elle assistait quand l'hôpital a appelé, au sentiment particulier de quitter un lieu pour lequel on a travaillé, de rendre la carte de bourse, et de savoir que la porte que l'on franchit ne va que dans une seule direction. Il y a encore une chose, dit Victor. Sa voix avait légèrement changé, plus calme. Le registre transactionnel avait disparu. Il a fouillé dans la poche intérieure de sa veste et a posé une enveloppe sur la table entre eux. Elle était épaisse, officielle. Son nom était imprimé sur le devant, dans le type de police utilisé pour les documents juridiques. « Ouvrez-la, dit-il. Livia l'a prise. Elle l'a ouverte. Le document à l'intérieur faisait 3 pages. Elle a lu le premier paragraphe, puis elle l'a relu, puis elle l'a posé à plat sur la table, car ses mains avaient commencé à faire quelque chose qu'elle n'était pas prête à gérer en public. C'était un titre de propriété. L'adresse était dans la campagne de l'Oxfordshire. Une maison que sa mère avait possédée et perdue par saisie il y a 18 mois, 2 semaines avant sa mort. La pire cruauté administrative d'une période qui avait été définie par la cruauté. Livia n'avait pas pu l'arrêter. Elle avait 3 paiements de retard. La banque avait agi plus vite que sa capacité à rattraper le coup. Et elle s'était tenue dans les pièces vides de cette maison un mardi après-midi. Elle avait dit au revoir au dernier lieu physique qui contenait la vie de sa mère entre ses murs. Le titre de propriété portait son nom. Il était à jour. Il était payé en totalité. « Victor, dit-elle. » Sa voix est sortie différemment de ce qu'elle voulait. « C'est... » Il a fallu chercher un peu, dit-il simplement. La banque qui a procédé à la saisie n'était pas enthousiaste à l'idée de cette conversation. Ils sont devenus plus enthousiastes quand Thomas s'en est mêlé. Il la regarda avec l'expression spécifique d'un homme qui comprend le deuil, parce qu'il a porté sa propre version de ce deuil pendant longtemps. Vous m'avez dit que votre grand-mère vous a appris qu'un homme qui crie sur le personnel a généralement peur de perdre quelque chose. Vous aviez raison. J'avais peur de perdre la maison de ma mère. Vous avez empêché que cela n'arrive. Cela semblait approprié. Livia a pressé ses doigts à plat contre le titre de propriété sur la table. Elle s'est concentrée pour respirer à un rythme normal. « Je n'ai pas fait ça pour ça, » dit-elle. « Je sais, » dit Victor. « Dans mon monde, tous ceux qui m'aident ont un calcul derrière la tête. Quelque chose qu'ils veulent, quelque chose pour lequel ils se positionnent. » Il a regardé le titre, puis elle. « Vous êtes la première personne depuis très longtemps qui m'a aidé parce que c'était la bonne chose à faire. Pas à cause de ce que je suis, de ce que je contrôle ou de ce que je pourrais leur donner après. » Il a fait une pause. Une personne comme ça vaut considérablement plus qu'une maison. Mais la maison était disponible, et l'autre chose n'est pas quelque chose que je peux mettre dans une enveloppe. Livia a levé les yeux vers lui. Quelle est l'autre chose? Victor resta silencieux un moment. Dehors, un bus est passé. Le téléphone de quelqu'un a sonné à la table voisine et a été rapidement réduit au silence. Le respect, dit-il finalement. Le vrai respect, celui qui ne vient pas avec des conditions. Il s'est levé en ajustant sa veste. J'ai un vol pour Budapest dans 2 heures. Il y a une réunion du conseil d'administration au complet demain, et j'ai l'intention d'y être dans une position considérablement meilleure que la nuit dernière.
Il a pris son café, l'a fini, a posé la tasse. Thomas aura les documents d'embauche à votre appartement cet après-midi. Lisez-les. Changez tout ce que vous voulez changer. Il n'y a rien dedans qui ne soit pas négociable. Il était à mi-chemin de la porte quand Livia a retrouvé sa voix. La cousine, dit-elle. Vous avez mentionné une cousine à Budapest qui veut étudier la linguistique. Victor s'est arrêté. Il s'est retourné. Elle a 17 ans, dit-il, brillante, têtue. Elle me rappelle quelqu'un que j'ai récemment rencontré. Quelque chose dans son expression a viré à une tendresse presque paternelle. Je lui ai dit que je connais le meilleur mentor de Londres, si vous êtes d'accord. Livia a regardé le titre de propriété sur la table. Elle a regardé la carte dorée qu'elle avait transférée dans la poche de sa veste ce matin-là. Elle a pensé à Oxford, au cours de linguistique, au plaisir particulier d'une langue qui s'ouvre à vous comme un système de pièces verrouillées dont vous venez de trouver toutes les clés. Donnez-lui mon numéro, dit Livia. Victor a hoché la tête. Une seule fois. Puis il est sorti du café dans la matinée grise de Londres. Et Livia s'est restée seule à la table du coin, un titre de propriété sous les mains, et un avenir qui ne ressemblait en rien à celui qu'elle portait la veille. Elle est restée assise là longtemps. Elle n'a pas regardé son téléphone. Elle n'a pas fait de plan. Elle est juste restée avec ça, avec le poids d'un document qui lui rendait quelque chose qu'elle pensait avoir perdu pour toujours. Et elle s'est laissée ressentir cela, sans essayer de le gérer ou de le rendre plus pratique. Puis elle a pris son sac, elle a soigneusement mis le titre de propriété à l'intérieur. Elle s'est levée, elle avait un restaurant à diriger. Les documents d'embauche sont arrivés à l'appartement de Livia à 2h47 cet après-midi. Livrés par un coursier qui a demandé sa signature avec la déférence spécifique de quelqu'un qui avait été briefé sur le destinataire. L'enveloppe était épaisse. Le contrat à l'intérieur faisait 41 pages. Thomas avait inclus une note manuscrite sur le papier à en-tête de son cabinet qui disait simplement « Tout est négociable. Appelez-moi si vous avez des questions et félicitations. » Livia a lu chaque page. Elle a changé 3 choses. Elle l'a renvoyé. Thomas a appelé dans l'heure pour dire que les changements avaient été approuvés sans discussion. Elle s'est assise sur le sol de sa cuisine, le dos contre le meuble. Elle a regardé l'avis d'expulsion rouge toujours sur le comptoir. Elle l'a décollé de la surface, l'a lentement plié en deux et l'a jeté à la poubelle. Puis elle est allée se coucher et a dormi pendant 11 heures sans rêver. Le premier matin où elle est entrée au Kensington Royal en tant que directrice générale, elle ne s'est pas annoncée. Elle est arrivée 20 minutes avant le début du briefing du personnel. Elle est entrée par l'entrée principale avec la clé que Thomas avait envoyée par coursier la veille, et elle est restée seule dans la salle à manger pendant quelques minutes, dans le calme avant le début de la journée. Le marbre était le même, les lustres étaient les mêmes. La table carre était la même, dressée pour le service avec une nappe blanche et une seule bougie qui n'était pas encore allumée. Elle s'était tenue dans cette pièce, terrifiée, il y a 3 semaines. Elle s'y tenait maintenant et ressentait quelque chose de complètement différent. Pas du pouvoir, exactement. Quelque chose de plus calme. La stabilité spécifique d'une personne qui a traversé quelque chose de difficile et qui en est sortie en sachant plus sur elle-même qu'en y entrant. Le personnel est entré à 8 heures. Elle les a entendus avant de les voir. Le son particulier de gens qui ne savent pas encore dans quoi ils s'embarquent. Des voix, des chaussures balles sur le marbre, le bruit de pas de gens se préparant à jouer la version d'eux-mêmes que la matinée exigeait. Elle se tenait au pupitre d'accueil quand ils ont franchi la porte. Gregory l'a vue en premier. Son visage a fait ce que font les visages quand le cerveau reçoit une information pour laquelle il n'est pas préparé. Une série rapide de micro-expressions qui sont passées par l'incrédulité et l'embarras, pour atterrir quelque part dans le voisinage de la peur authentique. Puis Preston est entré. Preston Giles, qui avait été chef de salle du Kensington Royal pendant 9 ans, qui avait brandi son presse-papier, son eau de Cologne et son mépris comme des armes personnelles, qui avait dit à Livia qu'elle était en retard dans l'esprit, que sa médiocrité était un handicap, et de retourner sur la terrasse et d'y rester. Preston a franchi la porte de son restaurant. Il a regardé la femme debout au pupitre d'accueil. En tailleur bleu marine, les cheveux en arrière, une maillette en cuir sur le comptoir à côté d'elle. Et son visage a pris la couleur spécifique d'un homme dont la compréhension de la cause et de la conséquence vient d'être révisée sans avertissement. Le presse-papier a glissé de sa main. Il a heurté le marbre.
Personne ne l'a ramassé. Preston, dit Livia. Sa voix était égale, agréable même. Bonjour. Sa bouche s'est ouverte, s'est fermée. Vous avez vraiment. Il a regardé autour de la pièce comme s'il espérait que quelqu'un confirme qu'il vivait un problème médical plutôt que la réalité. Vous l'avez acheté. Vous. Monsieur Molnar l'a acheté, dit Livia. Je le gère, ce qui signifie qu'à compter d'aujourd'hui, je vous gère. Elle a regardé le personnel assemblé. L'expression figée de Gregory, un homme essayant de devenir invisible. Les jeunes serveurs qui regardaient avec l'attention à peine contenue de gens assistant à quelque chose qu'ils décriraient en détail à tout leur entourage pendant des années. Il va y avoir des changements. Je vais vous les exposer maintenant. Elle les a énumérés. Le ragoût du personnel. Désormais le ragoût des confins, sur le menu permanent. L'article le plus cher de la carte. 10% des recettes au fonds de bourse pour immigrés. Les salaires sont augmentés de 20% pour tout le monde, avec effet immédiat. Une nouvelle norme de conduite qu'elle a décrite en termes spécifiques. Aucun membre du personnel ne serait traité comme jetable. Aucun client ne serait traité comme plus important que la personne qu'il sert. Et quiconque ne pouvait pas opérer dans ces termes était libre de trouver un autre poste ailleurs. Puis elle a regardé Preston. « Vous n'êtes pas renvoyé, dit-elle. » Preston a émis un son qui était presque du soulagement. « Vous êtes le nouveau responsable du service en terrasse, a poursuivi Livia. Vous prendrez les tables de touristes, les dîners d'anniversaire, les influenceurs avec des appareils photo. Vous verserez l'eau, porterez les assiettes et sourirez jusqu'à en avoir mal à la mâchoire. Et si je reçois une seule plainte d'un seul membre de votre section sur la façon dont on leur a parlé, dont on les a regardés ou dont on les a fait se sentir, vous nettoierez personnellement les bacs à graisse. » Elle a fait une pause. « Comprenez-vous? » Preston l'a regardé pendant un long moment. Quelque chose de compliqué a traversé son visage. Elle s'attendait à de la colère. Elle s'attendait à l'indignation gonflée d'un homme dont la fierté avait été structurellement compromise. Ce qu'elle a vu à la place, ce qui l'a surprise, était quelque chose de plus proche de l'épuisement spécifique d'une personne qui joue une version d'elle-même qu'elle n'aime pas particulièrement depuis très longtemps et à qui on vient de donner une porte de sortie. « Oui, dit-il doucement. Je comprends. » Elle a hoché la tête. « Bien, vous commencez à 11 heures. La matinée est passée vite après ça. Des entrepreneurs sont arrivés pour évaluer la restauration du sous-sol, car l'incident du gicleur avait laissé le bureau du sous-sol nécessitant une plomberie entièrement refaite. Ce pourquoi Livia avait déjà obtenu un devis et l'avait approuvé sans en perdre le sommeil. Il y a eu un appel de Thomas pour confirmer que l'équipe juridique de Pendleton n'avait plus pris contact depuis le retrait de la lettre civile. Il y a eu Jean-Luc qui a frappé à la porte de ce qui était maintenant son bureau à 10 heures. Il se tenait là, ses pinces à la main, avec une expression aussi proche de l'humilité que son visage ne l'avait apparemment jamais été. « Le ragoût, dit-il. Je veux le dresser correctement. S'il est sur le menu comme plat principal, je veux bien le faire. Je veux utiliser les bons bols. » « Utilisez les bols que vous jugez appropriés, dit Livia. Mais il doit avoir exactement le même goût. Pas de raffinement, pas de micro-pouce, Jean-Luc a eu l'air brièvement peiné. Pas de micro-pouce, a-t-il convenu. Il est parti. Elle a eu la nette impression qu'elle venait de gagner une négociation dont elle ignorait l'existence. En début d'après-midi, la salle à manger était ouverte et fonctionnait. Livia s'y déplaçait avec l'attention tranquille de quelqu'un qui apprend la texture d'une chose dans laquelle elle a maintenant un intérêt. Elle s'arrêtait aux tables. Elle parlait aux clients. Pas la performance de parler aux clients que Preston avait enseigné au personnel, mais une vraie conversation. Le genre que sa grand-mère lui avait appris, où l'on regarde la personne, on écoute ce qu'elle dit, et on répond à cela spécifiquement plutôt qu'à l'idée qu'on s'en fait. Une femme plus âgée à la table 9, mangeant seule. Elle célébrait ce qu'elle a dit à Livia être son 43e anniversaire de mariage, en venant au restaurant où elle et son mari avaient mangé lors de leur premier voyage à Londres, 30 ans avant sa mort. Livia s'est assise avec elle pendant 4 minutes. Elle a écouté l'histoire d'un homme qu'elle n'avait jamais rencontré et ne rencontrerait jamais. Et ce furent les 4 meilleures minutes de la journée de travail. Elle sortait de la cuisine à 2h30 quand son téléphone a vibré. Le numéro avait un indicatif de Budapest. Elle est allée dans le couloir et a répondu.
Mademoiselle Young, la voix était jeune, 17 ans, exactement comme Victor l'avait dit. Rapide, vive et légèrement essoufflée, avec l'énergie spécifique de quelqu'un qui s'est préparé à un appel téléphonique plus longtemps qu'il ne l'admettrait. C'est Kata Molnar. Mon cousin a dit que je devais vous appeler. Il a dit que vous étiez le meilleur mentor à Londres pour la linguistique et que je ne devais pas être gêné de vous contacter parce que vous comprendriez. Une pause. Vous étudiez vraiment le dialecte juridique hongrois? Parce que j'ai lu sur les traditions contractuelles du bassin des Carpates et j'ai tellement de questions que mes professeurs ici ne peuvent pas répondre. Kata, dit Livia. Oui. Ralentissez, elle souriait. Elle pouvait l'entendre dans sa propre voix et ne pas essayer de l'enlever. Commencez par le début. Dites-moi ce que vous lisez. L'appel a duré 47 minutes. À la fin, Livia avait recommandé 3 livres. Elle avait donné à Kata l'adresse e-mail d'un professeur d'Oxford qui lui devait une faveur d'un groupe d'études il y a 3 ans. Et elles ont convenu d'un appel hebdomadaire le jeudi soir. Quand elle a raccroché, elle laisse rester un moment dans le couloir. Elle a pensé à Victor, à un homme qui avait gagné sa bataille au conseil d'administration, sécurisé son entreprise et protégé le domaine de sa mère, et qui apparemment organisait maintenant aussi des mentorats en linguistique depuis son bureau de Budapest. Dans les quelques moments libres entre la gestion d'un empire mondial. Elle a pensé au ragoût, au mardi soir et à 1993, à la façon dont un bol de quelque chose d'honnête pouvait atteindre une personne plus rapidement que n'importe quoi de cher ne le pourrait jamais. Elle y pensait encore quand son téléphone a de nouveau vibré. Un texto, cette fois. Numéro de Budapest, 4 mots. Comment va le restaurant? Elle a répondu, demandez-moi dans 6 mois. La réponse est arrivée en moins de 10 secondes. Une seule ligne, je connais déjà la réponse. Elle a mis le téléphone dans sa poche et est retournée dans la salle à manger. Le ragoût des confins venait d'être commandé pour la première fois, par un couple à la table 7 qui avait demandé au serveur ce qu'il y avait de plus intéressant au menu. Et la serveuse, une jeune de 22 ans nommée Adaise, qui travaillait au Kensington Royal depuis 3 mois et à qui la direction n'avait jamais demandé son avis avant ce matin, avait dit sans hésiter, « Le ragoût. Faites-moi confiance pour le ragoût. » Livia a regardé le bol sortir. Elle a regardé le couple se pencher dessus, curieux, attirant vers eux l'odeur riche et rouge. Elle a regardé la femme prendre la première bouchée et fermer les yeux. Elle a regardé l'homme à table dire quelque chose à sa femme et la femme rire. Vraiment rire. Le genre de rire qui n'est pas joué pour la salle, mais qui est juste une personne réagissant à quelque chose qui l'a prise au dépourvu par son authenticité. C'est ce qu'un restaurant était censé faire. Pas impressionner, pas intimider, pas faire sentir aux gens la distance entre eux et la vie des gens qui peuvent se permettre des sols en marbre. Un restaurant était censé faire ressentir quelque chose aux gens, quelque chose de chaleureux, quelque chose qui leur rappelait la version de leur vie qu'ils voulaient ne plus vivre. Livia avait compris cela avant même de mettre les pieds au Kensington Royal. Elle l'avait compris dans la cuisine de sa grand-mère. De 18 ans de soirée, qui sentaient le paprika et la musique particulière d'une langue qui refusait de disparaître, peu importe le pays où elle se trouvait. Elle l'avait portée à travers Oxford, à travers le deuil et à travers 2 ans à compter les pourboires en rentrant chez elle. Et elle l'avait apportée à la table 4, lors de la pire nuit financière de sa vie. Et cela les avait sauvés tous les deux. Il y a 3 semaines, elle était sortie de ce bâtiment avec un uniforme en ruine et une carte avec un numéro doré, et la certitude qu'elle était à 24 heures de tout perdre. Ce matin, elle y était revenue en tenant la clé. Pas parce que quelqu'un l'avait sauvée, pas parce qu'un homme puissant avait décidé qu'elle valait la peine d'être sauvée, mais parce qu'elle s'était tenue dans la fosse aux lions, les genoux tremblants mais la voix ferme. Et elle avait fait ce qui devait être fait. Et cela avait fait toute la différence. Preston Giles est passé par la porte de la terrasse à 3 heures. Il portait un plateau vide et un pichet d'eau et l'expression spécifique d'un homme qui apprend quelque chose sur lui-même par l'expérience directe. Il a vu Livia le regarder de l'autre côté de la pièce. Il a redressé le dos. Il n'a rien dit. Elle lui a fait un seul signe de tête. Il lui en a rendu un. Puis il s'est retourné et est reparti vers sa section. Car il y avait des tables à servir, des gens à s'occuper et un travail à faire. Et le Kensington Royal, quoi qu'il ait été avant, n'était plus cet endroit. Livia Young était entrée dans ce restaurant comme quelqu'un que le chef de salle qualifiait d'invisible.
Elle l'avait quitté une fois comme quelqu'un qui avait changé l'issue d'une guerre d'1 milliard de dollars, avec une bol de ragoût et une langue qu'elle n'était jamais censée connaître. Et elle y est revenue en tant que femme qui décidait, chaque jour à venir, ce que cet endroit serait, qui il servirait, et ce qu'il signifierait pour les gens qui franchiraient ses portes. Certaines personnes passent toute leur vie à attendre qu'une pièce les voie enfin. Livia Young a cessé d'attendre. Elle a marché droit vers la table la plus dangereuse du bâtiment, et elle a forcé la pièce à la regarder.